L'état-major israélien a toujours été clair. Oui à la coopération, non à la dépendance militaire. Car l'histoire l'a prouvé. À chaque fois que les menaces ont atteint le point de non-retour, Tsahal a frappé comme en 2007 contre le réacteur nucléaire en Syrie. Et ce, quelle que soit la couleur politique du président américain. Voilà pourquoi le fameux traité de défense mutuelle entre Jérusalem et Washington fait débat. La vraie question, est-ce que le combat face à un Iran balistique et militaire, nucléaire plus exactement, doit impliquer qu'Israël perde sa liberté d'action? Nous étions un peu plus tôt cette semaine à la 8e édition du Salon international de la défense des frontières contre les missiles, l'occasion de découvrir des dernières menaces et surtout les derniers systèmes de défense anti-aérien avec nos deux invités. Regardez. Et notre premier invité du Salon international de la défense anti-aérienne, justement l'ancien commandant de cette prestigieuse unité de la défense anti-aérienne de l'armée israélienne, brigadier général Shahar Shohat, aujourd'hui haut responsable et cadre de la société de sécurité Rafael. Shahar Shohat, quelles leçons peut-on tenir de l'attaque iranienne et retenir surtout de l'attaque iranienne en Arabie Saoudite? L'attaque iranienne en Arabie Saoudite est une piqûre de réveil à tous les pays de la région pour lesquels les menaces de missiles de croisière et celles des drones est plus que réaliste aujourd'hui. C'est un problème qui existe, il est bien réel et il faut se tenir prêt à y faire face. Nous avons remarqué que cette attaque a été une surprise pour les Saoudiens, suivant une trajectoire qu'ils ne connaissaient pas. Et malheureusement, ils ont subi une opération particulièrement réussie, bien planifiée, en connectant plusieurs plateformes de tir et de projectiles, de différents modèles, de différentes sortes, possédant chacun une capacité différente de causer des pertes. En résumé, il s'agit d'une attaque que je qualifie de très sérieuse. C'est la raison pour laquelle cela doit être un signe pour les armées de la région, mais pas seulement, dans le monde aussi, que ces menaces sont bien actuelles, présentes, et il faut s'y préparer le plus rapidement possible. Troisième question, plus ou moins sur le degré de menace. Aujourd'hui, vous étiez ancien commandant de l'unité de la défense anti-aérienne, aujourd'hui, je rappelle, chez Rafael, mais quand il y a une menace concrète et que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a parlé de menaces jamais aussi concrètes qui pèsent au nord du pays, comment on se prépare? Vous avez fait partie de ce qu'on appelle en hébreu le forum Matkal, c'est-à-dire le degré de préparation. Comment on se prépare? Dans quel état on est? L'État d'Israël dispose d'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur bouclier de défense active au monde. Et cela concerne plusieurs couches de protection. En commençant par le système du dôme de fer pour les projectiles à basse altitude, en passant par la fronde de David pour les missiles de moyenne portée, et en allant jusqu'au système Arrow 2 et 3 contre les missiles balistiques de longue portée et à très haute altitude. À cela, il faut ajouter le système du drone dôme que nous avons développé et que vous voyez derrière moi. Il sert à faire face à des attaques de drones. Donc en résumé, dans le domaine de la défense active, il faut intégrer plusieurs systèmes en temps réel, ce qui en fait l'un des systèmes de défense les plus performants au service du pays. Mais à cela, il ne faut pas oublier les outils dont dispose l'appareil sécuritaire. Je parle des capacités d'attaque, de renseignement militaire qui nous permettent d'anticiper et bien sûr toutes les directives de la défense passive. Je parle ici des chambres renforcées, de la population qui est habituée à appliquer ces directives dès le plus jeune âge et qui sait exactement comment il faut faire en cas d'alerte. Où aller. C'est pour cela que je parle d'un excellent parapluie de défense au service de notre pays. Dernière question, est-ce que vous êtes optimiste? Si vous étiez aux côtés d'Aviv Kochavi aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez? Je suis optimiste, oui, dans la mesure où Israël comprend et a compris l'importance de ces menaces depuis longtemps, s'est réveillé à temps. Nous confectionnons nos propres capacités, nous les améliorons en temps réel. Le système du dôme de fer n'est pas le même que celui utilisé il y a 5 ans. Nous voyons très bien que le nombre d'interceptions augmente au cours des derniers cycles de violence. Nous faisons face à un large éventail de menaces grâce à un large éventail d'armes à notre disposition. C'est pour cela que je suis optimiste. Mais cela ne signifie pas être prétentieux. Il faut continuer à constamment s'entraîner. Et il faut prendre très au sérieux nos ennemis car eux aussi s'entraînent, eux aussi s'améliorent. Et notre objectif, c'est d'avoir toujours un coup d'avance dans les conflits qui nous opposent à nos ennemis et dans le degré de préparation de notre armée. Général de brigade Shahar Shohat est aujourd'hui cadre de Rafael. Merci beaucoup.
Merci. Et mon deuxième invité ici au Salon international de la protection des frontières, l'expert international en missiles balistiques, Tal Inbar, bonjour. Première question, est-ce qu'on est finalement au point de non-retour? Quand est-ce que le Hezbollah et l'Iran posséderont cette capacité d'avoir des missiles de précision à grande échelle? Nous voyons déjà de telles capacités sur le terrain et je peux vous renvoyer au communiqué du porte-parole de l'armée qui a publié des informations sur des attaques contre ce fameux projet iranien de missiles de précision. Nous avons vu en Iran des dispositifs d'activation de missiles traditionnels en missiles de précision et nous parlons ici d'un missile à capacité balistique. Nous savons très bien que ces technologies et ces capacités peuvent arriver entre les mains de nos voisins. Nous savons qu'il y en a déjà dans le nord, la question se pose dans le sud, mais je peux confirmer que c'est une menace concrète qu'il va falloir gérer à l'avenir. Est-ce qu'Israël est prêt à faire face justement à ces missiles de précision? La réponse est oui, mais il faut se souvenir qu'il n'y a pas de système de défense qui soit complet ou hermétique à 100% et que quelque chose peut toujours passer entre les mailles du filet. C'est la raison pour laquelle Israël a créé un système de plusieurs couches, du dôme de fer à Arrow 2, Arrow 3 en passant par la fronde de David, ce qui permet au pays de faire face à de nouvelles menaces. Je peux vous dire que la fronde de David a été réfléchie et conçue spécialement pour faire face à ces missiles de précision dont on vient de parler et ce bien avant qu'ils n'apparaissent dans la région. Donc, vous pouvez imaginer que nous essayons toujours d'avoir un coup d'avance sur ce que possède l'autre partie. Et la question finalement, est-ce qu'on n'a pas oublié, on parle de missiles de précision certes, de drones, mais est-ce qu'on n'a pas oublié qu'il y a des missiles longue portée, ou en Irak, au Yémen, en Iran, qui sont capables d'atterrir ici, là où nous sommes? Bien entendu, nous n'oublions pas, nous nous souvenons de cette menace, de ces missiles longue portée. On parle ici de gros missiles, d'ogives à forte capacité d'explosifs, mais aussi des futurs missiles. Et là, je ne veux pas rentrer dans les détails pour des raisons sécuritaires qui pourraient arriver demain dans la région. C'est la raison pour laquelle Israël a développé le Arrow, le système de défense qui répond le mieux aux missiles lancés à très haute altitude et qui va contrer le missile dans l'espace. Un système qui a été pensé pour faire face aux missiles de très longue portée dont je viens de parler. Le système de défense antiaérienne n'a oublié aucun détail, vous pouvez en être certain. On parle des menaces les plus simples à celles particulièrement complexes et stratégiques. Il ne faut pas oublier que nous nous préparons également à un conflit avec l'utilisation de missiles de longue portée non conventionnels. En clair, aucun détail n'est laissé au hasard et nous continuons à développer nos capacités. Merci beaucoup Tal Inbar. Je rappelle que vous êtes spécialiste de missiles et spécialiste international en missiles. Et on retrouve Charlotte Hauser à Londres à l'occasion des 70 ans de l'OTAN, marquée cette année par les récentes déclarations d'Emmanuel Macron, le président français, les coupes budgétaires annoncées par Trump. Charlotte. Il y a près d'un mois, Emmanuel Macron a déclaré que l'OTAN se trouvait selon lui en état de mort cérébrale. Dans son viseur, évidemment, Mathias, l'offensive turque menée par Ankara contre les YPG kurdes dans le nord-est de la Syrie. Ankara n'a pas prévenu ses alliés avant de lancer cette offensive. Emmanuel Macron a également été contrarié par la décision américaine survenue 3 jours avant cette opération militaire de retirer 1000 soldats américains qui étaient positionnés dans le nord-est de la Syrie. Mais les propos d'Emmanuel Macron n'ont pas plu auprès des pays membres de l'OTAN. Angela Merkel, en tête, s'est distancée de ces déclarations qu'elle jugeait radicales. Donald Trump, lui, a estimé que ces propos étaient très insultants, mais le coup de grâce a surtout été porté par Recep Tayyip Erdogan qui, quelques jours avant le début du sommet de l'OTAN, a renvoyé Emmanuel Macron à sa propre mort cérébrale selon ses mots. Et puis il y a évidemment toujours des divergences entre les États membres de l'OTAN sur le budget. Vous savez Mathias que depuis que Donald Trump a été élu, eh bien, il a fait presque d'une obsession que les Européens contribuent davantage financièrement au budget de l'OTAN et surtout qu'ils augmentent à 2% du PIB leurs dépenses militaires. Mais Charlotte, la Turquie se rapproche des Russes et pourtant c'est la deuxième armée en nombre de l'OTAN. Est-ce que ça risque de faire débat ? Fin octobre, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont signé un accord qualifié d'historique. Celui-ci a mis fin à l'offensive turque lancée contre les Kurdes. Quelques jours plus tard, militaires turcs et militaires russes patrouillaient conjointement dans le nord-est de la Syrie. Illustration parfaite du rapprochement empéré entre Ankara et Moscou. Mais la coopération ne s'arrête pas là. Récemment, Recep Tayyip Erdogan a choisi d'acquérir
le système de défense antimissile russe S-400, et ce malgré les protestations des alliés. Les États-Unis ont menacé de sanctions, mais Ankara a choisi de tester ce système de défense. Poutine et Erdogan ont également inauguré ensemble fin novembre le tronçon sous-marin du gazoduc Turstream qui passe sous la mer Noire et qui renforce un petit peu plus la dépendance de la Turquie au gaz russe. Alors évidemment, cela inquiète l'OTAN car la Turquie joue déjà les fauteurs de troubles et est accusée par Paris de déstabiliser les intérêts de l'Alliance en Syrie, notamment en s'étant attaquée aux Kurdes qui sont également les alliés de la coalition anti-Daesh. Et puis il y a bien sûr la menace russe qui plane autour de l'Alliance. Le Kremlin s'est déjà montré capable de s'ingérer dans les politiques occidentales. On l'a vu par exemple lors des élections américaines de 2016. Alors une chose est sûre, ce rapprochement profite certainement au Kremlin qui se permet ainsi de déstabiliser encore un peu plus l'Occident, mais qui surtout conforte son rôle de maître du jeu au Proche-Orient et aimerait bien l'étendre à tout le Moyen-Orient. Merci Charlotte Hauser depuis Londres pour cet anniversaire des 70 ans de l'OTAN. Et pour en parler justement, notre invité aujourd'hui, Ori Halperin, colonel de réserve de l'armée israélienne et surtout, alors c'est un privilège, l'ancien attaché militaire d'Israël à l'OTAN justement. Ori Halperin, quel est le statut d'Israël face à cette organisation aujourd'hui ? Israël n'est pas membre de l'OTAN. Elle est en fait un pays partenaire, comme d'autres pays qui sont des partenaires, y compris 6 pays arabes. Certains de ces pays d'ailleurs n'ont pas de relations diplomatiques avec Israël. Quel est l'intérêt pour Israël aujourd'hui de faire partie d'une telle organisation ? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Israël veut faire partie de l'OTAN. D'abord, c'est l'organisation sécuritaire militaire la plus importante au monde. Et pour Israël, il est très important de faire partie de ce groupe. D'un point de vue militaire, nous apprenons toujours de l'expérience des autres et les autres apprennent de nos expériences. Si un soldat en Afghanistan est blessé par une mine qui peut être actionnée également en Israël, il est important d'apprendre également les tactiques de lutte, de combat et dans les autres domaines également. Et puis, on peut le dire, l'OTAN a un niveau très élevé de tactique militaire et d'instruments militaires, de moyens d'armement. Et Israël apprend de tout cela. Est-ce que vous, Ori Halperin, vous avez appris de cela? Lorsque vous êtes arrivé en Hollande, aux Pays-Bas, est-ce que vous avez retenu certaines leçons ou certaines visions de concevoir la guerre que vous n'aviez pas en Israël? Oui, nous avons beaucoup appris. Il y a eu des événements pendant cette période en Afghanistan, en Irak, et desquels nous avons appris sur les moyens sécuritaires et de défense que Israël peut peut-être adopter. Et oui, nous avons appris de la manière avec laquelle l'OTAN mène des grandes campagnes militaires. Il y a eu beaucoup de choses à apprendre au niveau des infrastructures, au niveau aérien également. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit, et ça me semble intéressant. Vous dites qu'il y a 6 pays arabes qui sont en contact, plus ou moins rapprochés avec l'OTAN. Ça veut dire est-ce que le fait d'être proche de l'OTAN, ça pourrait permettre à Israël de se rapprocher de pays avec lesquels Israël n'a aucune relation diplomatique ?
L'OTAN a considéré que ce cadre des pays partenaires était une structure au cours de laquelle Israël et des pays arabes avec lesquels Israël n'entretient pas de relations comme la Mauritanie, le Maroc, la Tunisie, un cadre ou un dialogue pourrait peut-être se mener, un dialogue ouvert entre ces pays, entre ces armées. Et il y a certains cas où dont on ne peut pas parler, mais c'était un canal très important par lequel nous avons pu échanger des idées. Et nous, les attachés militaires, nous entretenions des relations excellentes avec nos homologues de ces pays. Au-delà de la politique, on a même développé des relations amicales avec les autres attachés militaires des pays arabes. J'imagine que vous n'allez pas me dire avec qui vous entreteniez des relations, mais cela veut dire quoi concrètement? Israël pourrait intervenir à Kandar ou à Fallujah? Écoutez, l'objectif d'Israël n'est pas d'être membre véritablement à part entière de l'OTAN, parce que être membre de l'OTAN, c'est être fidèle à l'article 5 qui dit que si on vous attaque, alors tous les pays de l'OTAN viennent à ta défense. Ce n'est pas pertinent pour Israël. Alors pourquoi vous étiez conseiller du Premier ministre Benjamin Netanyahou? Pourquoi le Premier ministre dit qu'il veut faire partie ou il veut se rapprocher de l'OTAN alors? Le Premier ministre a voulu, vraiment voulu, que Israël soit membre du groupe de ces pays meneurs, du groupe meneur de ces pays dans le monde, d'un point de vue technique, mais d'un point de vue militaire, le Premier ministre n'a jamais signifié qu'Israël soit membre d'une telle manière qu'elle pourrait envoyer des soldats israéliens en Afghanistan ou à Fallujah. Ça n'est pas pertinent et l'OTAN ne serait pas venue combattre pour notre intérêt si des roquettes sont tirées sur notre territoire. Une question, je vois sur ces images qui sont diffusées derrière moi des images de Donald Trump qui dit vouloir couper l'aide budgétaire à l'OTAN. Il y a en ce moment des discussions sur ce fameux pacte d'aide mutuelle entre les États-Unis et Israël. C'est complètement différent de ce qui se passe avec l'OTAN, j'imagine. Les Américains dépensent beaucoup d'argent. 3,6% du PIB américain va à la sécurité. Lorsqu'ils investissent en sécurité, ils s'attendent à ce que leurs partenaires investissent également. Et à l'OTAN, Trump est très en colère, mais pas seulement lui. Tous ses prédécesseurs ont été en colère du fait que les autres pays de l'OTAN n'investissent pas les 2% du PIB de leurs pays respectifs. Et si le lien avec Israël, les relations avec Israël est très fructueux, entre Israël et les États-Unis, il y a des relations de dépendance et de coopération qui ont abouti au développement de certains armements, comme le dôme de fer, par exemple. Concernant Israël, les États-Unis investissent, mais ils reçoivent également beaucoup. Merci beaucoup, Uriel Perrine. Colonel Uriel Perrine, d'avoir été avec nous. J'aimerais bien vraiment que vous reveniez très vite sur ce plateau de défense parce qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer aujourd'hui, notamment sur cet imbroglio de la Turquie qui se rapproche beaucoup plus de la Russie aujourd'hui qu'elle ne le fait de l'OTAN. Si vous êtes d'accord, vous reviendrez sur ce plateau. Je vois que vous êtes d'accord, donc tout va bien. Merci à Dror Even-Sapir d'avoir assuré l'interprétation de vos propos. Découvrons à présent une unité d'élite de la police israélienne assez méconnue, spécialisée dans la gestion des heurts et surtout des prises d'otages terroristes. Je suis allé avec mon caméraman Daniel Bock les rencontrer au cours d'un exercice. Reportage. Ils sont à peine 100 combattants. Ces policiers d'élite font partie d'une unité peu connue, nom de code Matpa, spécialisée dans la gestion des heurts violents et des prises d'otages terroristes, déployés du nord au sud, aux 4 coins d'Israël.
Notre déploiement et notre degré de préparation nous permet d'être opérationnels 24 heures sur 24. Notre unité a déjà reçu 11 décorations pour actes de bravoure, que ce soit à Jérusalem ou à Kiryat Gat. Un terroriste avait volé l'arme d'un soldat et s'était retranché dans un immeuble. Notre intervention rapide a évité un drame et a permis la neutralisation du terroriste. J'envoie le drone, tu pourras avoir une vue d'ensemble de la zone. Je commence l'intervention. Exercice du jour, 2 terroristes se seraient infiltrés depuis Gaza dans une localité frontalière. À l'intérieur de cette maison, des otages, tout va très vite. Tire dans le bâtiment, je répète, tire dans le bâtiment. Nous intervenons, ouvrez la porte. Attention, tire depuis les fenêtres. Restez attentifs. La même séquence, vue dans notre angle. Chacun de ces policiers ce qu'il a à faire. Une fois que les premiers combattants rentrent dans la maison et affrontent le premier homme armé, un deuxième groupe reste en alerte à l'extérieur. 2 hommes passent en revue pièce par pièce pour être certains qu'il n'y ait pas d'autres terroristes au rez-de-chaussée. De ce que nous avons vu et constaté, l'exercice est réussi. Que ce soit l'arrivée sur place, l'entrée des forces et l'intervention, nous avons vu l'utilité du bouclier et des viseurs laser. En témoignent ces images. Il s'agit d'une des unités policières les mieux équipées. Ce qui nous impressionne ici, c'est de savoir que le scénario surprise de l'exercice n'a pas été transmis à l'officier en charge de ces combattants. Il lui faut quelques secondes pour comprendre ce qui se passe et intervenir. C'est ça, la spécialité de Matpa par rapport à d'autres unités. Nous étions dans le nord lorsque la tension est brusquement montée. Nous étions ensuite dans le sud pour les mêmes raisons. En résumé, nous sommes prêts à tous les scénarios, tous les incidents. Si jamais les terroristes parviennent à déjouer la sécurité des soldats et se retrouvent dans un village frontalier, nous sommes capables d'intervenir dans un délai maximal de 30 minutes. Ces policiers d'élite terminent ici une semaine d'entraînement jour et nuit pour parvenir à ce résultat. Il leur aura fallu moins de 10 minutes pour sécuriser les lieux. Emmenez la civière, il a pris une balle dans la jambe. Et vous, faites une deuxième inspection des lieux. Toi, tu vas avec eux. Faites bien attention à contrôler les blessés avant de les transférer. Ces combattants s'entraînent sans cesse. Ce n'est qu'un entraînement parmi d'autres pour être capable de faire face à tous les incidents que nous serons amenés à gérer. Ils ne sont pas prêts pour demain, ils l'étaient déjà depuis hier. Nous leur ajoutons à chaque fois des difficultés au cours de ces exercices pour qu'à la fin, comme le dit notre credo, difficile pendant les entraînements, plus facile au combat. Et ils le savent, face à la tension actuelle, ce n'est qu'une question de temps avant que la réalité ne dépasse la fiction. Et pour parler de l'unité, je reçois sur ce plateau le porte-parole de la police internationale, Mickey Rosenfeld. Merci d'être avec nous. Première question qui me semble basique. Pourquoi créer une autre unité alors qu'il y en a beaucoup déjà des unités d'élite au sein de la police israélienne ? L'unité Matpa est une unité d'élite au sein de la police israélienne. Elle est qualifiée pour gérer les attentats terroristes dans le pourtour de la bande de Gaza. Son but est de venir en aide aux différents villages et localités qui vivent dans cette zone et de contrer rapidement la menace, en plus des unités nationales antiterroristes des Yamam qui peuvent répliquer et se rendre sur place en hélicoptère et de nos troupes au sol également. Cette unité est la première qui se trouve autour d'une zone complexe et qui peut y pénétrer si les circonstances l'exigent et engager le combat contre les terroristes qui se seraient infiltrés depuis la bande de Gaza. Ça veut dire concrètement que si jamais il y a une infiltration de cellules terroristes depuis la bande de Gaza ou depuis le Liban, on le sait, Hassan Nasrallah a toujours dit qu'il voulait planter le drapeau du Hezbollah dans un village au Liban. Ça veut dire que cette unité pourrait être la première sur les lieux ? Nous savons que des menaces d'infiltration pèsent constamment sur Israël, et ce, à plusieurs endroits du pays. Il y a bien sûr la bande de Gaza, d'où le Hamas tire de nombreuses roquettes, et d'où les tentatives d'infiltration sont fréquentes. Nous savons qu'il y a également des tentatives d'infiltration depuis les frontières libanaises et syriennes. Donc, en prenant compte la complexité de ces zones et le temps qu'il faut pour répliquer rapidement, qui est absolument essentiel, la priorité de cette unité, c'est d'intervenir vite. Mais nous sommes bien sûr conscients que n'importe quel type d'incident de n'importe quel niveau peut se produire n'importe où dans le pays, que ce soit sur le front nord ou sud, et c'est pour ça que nous devons nous coordonner avec Tsahal afin d'être prêts à réagir dès que nous recevons l'information. J'aimerais vous poser la question, et ce qui m'a surpris, c'est cette journée de la colère décidée par l'autorité palestinienne.
la police des frontières était engagée à répondre aux heurts. Il n'y a quasiment pas eu d'incident majeur. Est-ce que vous avez été surpris ? Nos unités, coordonnées avec Tsahal, sont toujours sur le qui-vive. Et de la même manière, nos unités de la police des frontières sont déployées tout autour de la bande de Gaza et bien sûr dans toute la Cisjordanie pour pouvoir répliquer à tout incident sécuritaire se produisant pendant ces jours de la colère. Cette année, nous avons assisté à des troubles moins importants autour des villes de Bethléem et de Jénine. Mais je le répète, quand ce sont aussi bien Israël que l'autorité palestinienne qui assurent la coordination, que nous prenons le contrôle de la situation, que nous parlons de manière ouverte avec les différentes parties, cela facilite les choses pour nos unités sur le terrain qui peuvent réagir plus rapidement. Nous avons été agréablement surpris qu'il y ait moins d'incidents et même si nous avons quand même dû nous servir d'armes non létales pour y répondre, les émeutes étaient moins importantes par rapport aux années précédentes. Mickey Rosenfeld, ça sera ma dernière question. Vous avez vu l'attaque de Londres il y a quelques jours. Comment vous analysez la réponse de vos collègues britanniques face à cet incident terroriste ? Leur riposte a été résolument rapide contre ce fondamentaliste qui était armé et qui est passé à l'acte dans les rues de Londres sur le London Bridge. C'est un endroit que je connais bien et comme nous l'avons vu, les policiers ont réagi sans tarder. Il est évident que s'ils avaient réussi à capturer le terroriste vivant, ça aurait été mieux pour eux en termes de renseignements. Cela aurait pu les aider à comprendre comment l'attentat avait été planifié et s'ils avaient été coordonnés. Cela aurait pu les aider à comprendre comment l'attentat avait été planifié et s'il avait été coordonné par une cellule djihadiste que les autorités anglaises connaissent bien. Mais l'incident s'est terminé relativement rapidement et à présent les autorités anglaises vont tenter de comprendre ce qui s'est passé depuis que ce terroriste a été libéré de prison, quelles activités il a menées avant de commettre cet attentat, à qui il a parlé de cet attentat. Tous ces aspects doivent être examinés. Mais nous espérons que d'autres attentats ne seront pas commis à Londres et dans le même temps la police israélienne se coordonne avec différentes agences de renseignement et de sécurité dans toute l'Europe sur ces incidents à caractère terroriste. Toujours un plaisir d'être avec nous. Mickey Rosenfeld, porte-parole international de la police. Voilà, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Vous connaissez désormais l'adage. Soyez toujours plus en sécurité dans le monde de la défense. À très vite.